Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Chant des Sirènes, l'émission féminine et féministe de Westrack Radio. On est à l'antenne un lundi sur deux, de 20h à 21h, pour se questionner, discuter, vous parler de nos coups de cœur et nos coups de gueule féministes, vous faire découvrir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vriller au quotidien. Aujourd'hui, on vous a concocté un petit remède aux journées trop courtes et au couvre-feu trop long, de quoi rentabiliser le temps passé chez vous de 21h à 6h du matin, de quoi occuper vos longues nuits d'hiver, de quoi vous occuper sous la couette. Vous voyez de quoi je veux parler ? De quoi vous occuper intelligemment ? Ah mince ! De quoi vous motiver à aller faire fonctionner les librairies indépendantes de vos quartiers ? Je veux parler bien sûr d'une émission spéciale bibliographie. Waouh ! Je sais pas ce que vous aviez en tête, mais ce soir on va vous causer des livres qui nous ont marqués, qui nous ont éclairés, ou tout simplement qu'on vous conseille, des livres et autres évidemment. Et ce soir c'est un peu une émission spéciale cas contact, j'ai envie de dire. On est très peu de présents, mais on a quand même réussi à rassembler quelques sirènes, notamment Caro. Bonsoir Caro. Bonsoir Aubéry. De quoi tu vas nous parler ce soir ? Ce soir, je vais vous parler d'un documentaire qui vient de sortir sur Billie Holiday. Ouh, ok. Pour mettre un petit peu de chaleur dans ces soirées d'automne. Et on a aussi Tiffaine, notre sirène réalisatrice. Salut Bonsoir. Tiffaine. Et toi, de quoi tu vas nous causer ? Eh bien, je vais parler de films, de animés et de dessins animés. Waouh. Ok, ça c'est très du bien. teasing. Rien que ça. Et en distanciation, très très distanciée, on aura aussi le plaisir d'écouter une petite chronique de Gabrielle. Salut Gabrielle de très très loin. Et qui va nous parler d'une BD qui l'a marquée. Et ce soir, c'est moi, Aubery, qui présente et qui anime. Et puis, on va commencer par les news. Alors oui, dans cette période trouble, est-il nécessaire de rajouter une petite couche de caca sur ce marasme d'infos négatives ? Une partie de moi dit « Oh non, ça suffit les mauvaises nouvelles, on veut des câlins et des bisous ». Et l'autre me dit « Foutu pour foutu ». Oui, j'assume ces petites voix intérieures. Donc, en grand reporter de l'actualité féministe, je ne pouvais pas occulter cette triste actualité en Pologne, puisqu'apparemment, en ce moment de pandémie mondiale où chaque État patauge dans la boue du Covid, certains ne trouvent rien de mieux que d'allumer encore plus le feu en revenant sur des droits fondamentaux et continuent à nous emmerder, nous les femmes, la moitié de la population sur Terre. Donc le 22 octobre, la Cour constitutionnelle de Pologne a pris une mesure en défaveur de l'IVG, une décision qui durcit l'accès à l'interruption volontaire de grossesse en l'interdisant même lorsque le fœtus est atteint d'une malformation grave. Si la décision dont la validité juridique est contestée devrait être suivie par les médecins, l'IVG ne resterait légalement possible en Pologne qu'en cas de grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste ou présentant un risque pour la vie ou la santé de la femme. Depuis 1993, dans ce pays soumis à l'influence puissante de l'Église catholique, la législation concernant l'IVG était déjà très restrictive, mais là, c'est un pas en arrière de plus. Information qui m'a d'ailleurs menée par ricochet vers cette déclaration faite la semaine dernière. Il n'y a pas de droit international à l'avortement, ni d'obligation des États de financer ou de faciliter l'avortement. Et ça, c'est signé 32 pays, parmi lesquels, je vous cache pas, les États-Unis, le Brésil, l'Égypte ou la Pologne justement, qui ont fièrement co-signé une déclaration commune qui s'attaque frontalement au droit à l'IVG. Cette déclaration pour la santé de la femme et le renforcement de la famille, c'est son intitulé, programmée pour être présentée à l'Assemblée mondiale de la santé qui se tient tous les ans à Genève, a été dévoilée ce jeudi par Alex Azar, le monsieur santé de Trump. Voilà, je sais plus quoi dire tellement c'est affligeant et tellement je ne comprends pas qu'on en soit encore là en 2020. Mais en Pologne, par exemple, les populations se battent contre ça dans une violence inouïe en espérant que cela porte ses fruits. D'ailleurs, j'ai beaucoup lu en commentaire de ces informations. Quand est-ce que les hommes arrêteront de décider pour les femmes ? À quoi j'avais envie de rajouter, quand est-ce que des blancs arrêteront de décider pour les noirs ? Quand est-ce que des riches arrêteront de décider pour des pauvres ? J'en passe et des meilleurs. Alors non, j'ai envie de dire, le problème, c'est pas tant que ce soit des hommes qui prennent des décisions pour les femmes, mais que ce sont juste des cons dangereux pour nos sociétés. Voilà. Alors il se trouve que ce sont surtout des hommes, pour le coup. Est-ce que c'est un hasard ? Je ne sais pas. Et c'est effectivement très réjouissant. Voilà, gaieté et joie dans vos foyers. Mais tellement de joie d'ailleurs que ma news aussi est toute heureuse pour suivre. Eh bien, allons-y, continuez. Pour cette seconde news, c'est direction le Paris Match. Avec une interview qui date d'un peu moins d'une semaine, une interview de l'actrice et réalisatrice Maïwenn, qui est revenue sur plusieurs questions qui ont marqué l'actualité ces derniers mois. Nous sommes dans une émission féministe, donc je vous laisse deviner un petit peu le thème qui a été abordé. Et quelle fut ma surprise de voir cette dernière tenir des propos des plus
Je pense que choquant est un bon mot. Je pense qu'on peut dire choquant. Alors, je vais la citer avec de brèves citations. Alors, on commence. « J'espère que les hommes me siffleront dans la rue toute ma vie. Je ne me suis jamais sentie offensée parce qu'un homme portait un regard bestial sur moi. Au contraire, je prends ça comme un compliment. » Puis l'artiste enchaîne avec, je cite de nouveau, « Polanski a reçu un prix pour un film formidable. Où est le problème ? On ne lui a pas non plus décerné un prix Nobel. Adèle Haenel doit avoir un gros bobo quelque part pour être partie comme elle l'a fait. » L'enfer. Et quant à agression de rue, que nous dit-elle, cette Maïwenn ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle nous dit sur les femmes qui luttent au quotidien ? Eh bien, elle nous dit, je cite de nouveau, « C'est fou ce que peuvent dire comme conneries ces derniers temps. Ce sont des femmes qui n'aiment pas les hommes, c'est clair, et qui sont à l'origine de dommages collatéraux très graves. » Voilà, pour ma part de news, je trouvais ça un petit peu affligeant. Hein. Je rappelle que Maïwenn est celle qui se cache d'ailleurs derrière les films Police ADN qui va sortir prochainement et Mon Roi qui pourtant parle quand même de la reconstruction d'une femme après l'emprise d'un homme, une emprise psychologique et quelques violences passionnelles. Donc l'incompréhension de cette interview, je ne comprends c'est vrai pas. que j'ai pas compris. J'ai difficilement réussi à finir de lire cette interview. Je ne savais pas si c'était logographie. Vraiment, pour être honnête, je me disais ah non, d'accord, très bien. C'est juste de la provoque. Hein, je sais pas. Donc oui, le dommage collatéral pour le coup. Voilà, et puis on va dire que le gros bobo de cette actrice qui est partie lors de la cérémonie. Hein. Oui. Enfin bon, hallucinant un petit peu. La honte. Que de bonnes nouvelles du coup aujourd'hui. Est-ce que Caro, tu as autre chose ? Justement, j'ai cherché parce que je peux vous dire que j'en ai laissé de côté des couches de caca dans les mauvaises nouvelles. J'ai vraiment essayé de chercher quelque chose de positif. J'ai eu beaucoup de mal à trouver. Voilà, je fais vraiment pas de mauvaise foi, mais j'ai vu passer une petite information concernant une Américaine de 14 ans qui s'appelle Annika Chebrolu. Je sais pas comment on prononce, qui vient de remporter un concours de jeunes scientifiques grâce à ses recherches sur la Covid-19. En fait, elle a testé de multiples molécules pour trouver celles qui pourraient freiner le fonctionnement du virus. Donc, je pense qu'en ce moment, il y en a énormément qui font ces recherches-là. Mais c'est quand même une jeune fille de 14 ans. Donc, c'est une jeune fille qui tient sa passion des sciences de son grand-père. Voilà, une passion qu'elle met au service de l'intérêt général en menant des recherches contre la Covid-19 sur son temps libre. Et donc, elle vient de remporter le Young Scientist Challenge, un concours pour les jeunes scientifiques. Elle repart avec 25 000 de gains pour poursuivre ses recherches. Donc, elle a mis au point un programme informatique pour tester des molécules et trouver celles qui pourraient stopper le fonctionnement du virus. Voilà. Donc, plutôt. Voilà. Ça c'est bien, ça. Voilà. À l'américaine, c'est bien. Quelque chose de positif aux États-Unis. Voilà, ça c'est l'American Great Again. Voilà. C'est celle-là qu'on veut. Bon, merci pour ces news. Est-ce que on va s'écouter un petit morceau peut-être pour se détendre. Mais oui. Et très bien, on laisse Marie présenter le morceau alors. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Eh bien, pour commencer l'émission, je vous propose un morceau qui tape direct dans le lourd, un morceau de Little Sims. Alors, cette jeune londonienne de 25 ans affiche déjà un CV de vieux briscard. Alors, de ses premières rimes à 9 ans, en passant par des rôles dans des séries de la BBC Spirit Warriors et de Channel 4 Young Girls, elle a aussi enregistré un tas de mixtapes et de singles et au passage a créé son propre label Age 101. Rien de surprenant que Kendrick Lamar ou son idole Lauryn Hill l'ait adoubé ou encore que Damon Albarn l'ait invité sur un titre de Gorillaz. Tous ont craqué pour ce flow aussi torride que speed, aussi violent qu'envoûtant, comme une mitraillette doublée de velours. Ses punchlines uppercut affichent un engagement jamais racoleur ni complaisant. Son rap est filtré au grime comme au jazz, au funk, au dubstep ou à la soul. Son flow est nerveux mais surtout net et précis. Son débit est élastique et efficace. Avec son troisième album Grey Area, sorti en 2019, Little Sim signe une œuvre significative qui fait ressentir son évolution personnelle, artistique et confirme sa place dans le paysage underground hip-hop au point d'être ce qui est arrivé de plus excitant au hip-hop anglais depuis des lustres. On écoute Little Sims, le morceau Offense. Until I hit him with the realness. Figured I should say something, but you don't wanna hear me vent. You could talk bad all day long, I will never be impressed. Don't know what I did to make you
you feel that you be earning my respect. You do not scare me, no, you are not a threat. Anyone that want it, they can get it in a flash, no sweat. If you're gonna talk on my name, be saying with your chest. Got my team on deck, taking out all pawns on my night, got your queen in check, mate. Don't get touchy, don't be getting nigga feelings. All I do is kill shit, even when I'm chillin'. I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days. Never been a punk, trust you can get it in the worst way. Fucking let me get a birthday cake and it ain't even my birthday. Cause when I switch, then they wanna say that I'm a bitch. You're not listening, you're not listening. I said it with my chest and I don't care who I offend. Came through swinging at the gate on a mad one, no fucks. Stepping to the kid trying to bring it, I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz, and honey you got no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. In and out the doorways, jigging through the broad day. And anywhere would I be now if I went in none of your way? I've been exhausted, man I think I need a tour break. Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy Jorge. Hold on my blood like I'm back in town and I need an ounce, give me more flames. Take mom on the street, like get anything you want, this is your day. I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'm probably any careers and it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nah, Sims won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a bitch. I said it with my chest and I don't care who I offend. I said it with my chest and I don't care who I offend. C'était la chanson Offense de Little Sims présentée par Marie. Vous êtes toujours sur Le Chant des Sirènes, l'émission féminine et féministe de Westrack Radio jusqu'à 21h. Ce soir, on vous partage nos bouquins, nos films coup de cœur pour vous permettre de braver le changement de saison et d'apprécier pleinement d'être chez vous à 21h. D'ailleurs, Caro, de quoi tu aimerais nous parler ce soir ? Je vais vous parler d'un film documentaire qui vient de sortir, qui s'appelle Billy. En fait, j'ai une petite passion pour les films documentaires sur les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire moderne et la culture populaire en particulier. Les biopics en tout genre et j'en passe, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. J'adore me laisser emporter dans le passé, découvrir des choses cachées, revivre des moments clés, des émotions. Alors en cette période, encore plus. Alors non, je ne vous parlerai pas de Aline, le dernier film de Valérie Lemercier qui se voulait être une parodie, soit un biopic, mais dans les deux cas, un film très raté qui s'inspire librement de la vie de Céline Dion. Et voilà, j'en ai parlé du coup. Je saisis l'actualité pour vous parler de Billie Holiday. Un film documentaire réalisé par James Erskine, sorti le 30 septembre sur cette artiste marquante du XXe siècle. Et plus qu'un retour sur la vie et l'œuvre de Billie Holiday, c'est un documentaire sur deux destins tragiques. Celui de Billie Holiday et de sa biographe. Si j'étais en bonne imitation, je prendrais la voix de Frédéric Mitterrand à ce moment-là. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Et donc d'un côté, on a Billie Holiday, surnommée Lady Day, l'une des plus grandes chanteuses de jazz du XXe siècle. Sa légende s'est forgée sur scène autant que dans son parcours chaotique et ses combats. Interprète hors pair, passeuse d'émotions, on vient de l'entendre, timbre inimitable. C'était pas la plus belle chanteuse de jazz, mais elle avait un timbre quand même très particulier. Pionnière parmi les artistes de jazz dans la dénonciation des crimes contre les Afro-Américains, femme dont la carrière et la vie se confondent pour s'achever dans le drame en 1959 puisqu'elle décède à l'âge de 44 ans. Et de l'autre côté, on a Linda Lipnack-Kuhl, journaliste américaine qui a passé les 8 dernières années de sa vie à écrire sur Billie Holiday et à interroger les personnes de son entourage dans le but de faire une biographie de la mythique chanteuse. Mais son travail ne verra jamais le jour car elle est retrouvée morte le 6 février 1978 dans une rue de Washington où elle s'était rendue pour un concert de Count Basie. Tombée du 3e étage, la police conclut à un suicide et classe rapidement l'affaire bien que les réelles circonstances de sa mort restent inconnues. C'est ainsi que dans ce film documentaire, Billy donc, le réalisateur imbrique les deux histoires en une.
200 heures d'interviews retrouvées chez un collectionneur et qui avaient été réalisées par Linda Lipnack-Kuhl, donc la biographe, dans les années 70. Sur ces cassettes, véritable mine d'or, on y retrouve les témoignages vraiment des personnalités des années jazz, Charles Mingus, Sarah Vaughan, Tony Bennett, Count Basie, mais aussi des beaux-parents et amis d'école de Billie Holiday, ses compagnons de cellule, ses avocats et même les agents du FBI qui l'ont arrêté. Autant de voix qui viennent ponctuer le récit et tenter de mettre en lumière la personnalité fascinante de cette Lady Day au destin tragique. C'est là où j'aurais pu prendre la voix de Frédéric Mitterrand. Non, mais on se projette très bien. Ouais. Il faut dire que Billie Holiday dérangeait, tant par son train de vie de star, impensable pour une femme noire dans la société américaine hyper raciste de l'époque. On est entre les années, on va dire, 40, 50, que par ses prises de position. Ce qui donne encore plus de corps et d'âme à ce film documentaire est que les quelques images d'archives ont été colorisées. Dans la mythique archive de Strange Fruit, des couleurs vives contrastent désormais avec le texte glaçant de la chanson. C'est une chanson qui a des paroles qui portent sur les exécutions des Noirs dans des scènes pastorales du Sud galant. On suit avec intérêt l'ascension d'une artiste qui s'impose dans le monde du jazz, mais on observe avec mélancolie combien rien ne lui aura été épargné, de la jeune Eleanora, donc son vrai prénom, confrontée très tôt à la prostitution, à la femme usée, minée par la ségrégation, la drogue, les hommes qui la spolient, la maltraitent. Le réalisateur nous propose un portrait très intime, sans complaisance, de Billie Holiday, mais aussi d'une époque, d'une misère, avec ses aspects les plus sordides. Le film est malheureusement très peu diffusé dans les salles en France, et pas encore au Havre. Mais en attendant, si vous voulez en savoir plus sur Billie Holiday, je vous assure qu'elle gagne vraiment à être connue, parce que son histoire elle fait toujours écho à ce qui se passe aujourd'hui, partout dans le monde. Vous pouvez visionner le film de 1972, donc là c'est un film et pas un documentaire, qui s'appelle Lady Sings the Blues, avec Diana Ross qui interprète Billie Holiday, elle est magnifique. Ou encore, je vous invite à lire son autobiographie, qu'elle a elle-même écrite avec l'aide d'une journaliste en 1956, Lady Sings the Blues, même titre. Ou je vous recommande aussi l'album Lady in Satin, qui est un album qui a été paru en 1958, et une playlist éditée en 2020 sur Spotify qui s'appelle Work from Home with Billie Holiday. Donc voilà, une playlist spéciale pour les télétravailleurs et télétravailleuses. Sait-on jamais, ça pourrait servir. Trop bien, merci Caro. Et toi, tu l'as vu dans quel contexte, ce film-là, du coup ? J'ai eu des avantages pour pouvoir le regarder. Voilà. Ok, une projection VIP. Ouais. C'est quelque chose qui est sorti au cinéma il y a un petit moment déjà, non ? Non, 30 septembre. 30 septembre, ok, Ouais. je croyais. Mais ça fait longtemps qu'on en parle alors, de sa sortie. Il y a eu beaucoup de relais dans la presse là-dessus. Ouais, il me semblait bien. Ouais. Ouais. Mais ça n'a pas sorti au Havre encore, peut-être que ça passera un jour. Le chant des sirènes dans le turfu, Ouais. toujours à la pointe des dernières sorties, quoi. Et ben merci beaucoup, Caro. Et je crois que Tiffen, tu avais aussi des petits films à nous conseiller. Oui, alors pour ma part, c'est pareil, je me suis un peu basée sur mes dernières expériences audiovisuelles et vous allez voir que comme Caro, je regarde des trucs qui volent mais genre très très haut. En tout cas, pointe de l'intellect en ce moment. Alors on va commencer juste avec un film qui est disponible sur une plateforme qui commence par Nez et qui finit par Flix. Un film avec au casting Millie Bobby Brown, mais aussi Helena Bonham Carter et Henry Calvin. Bon, jusque-là, on pourrait se dire, pas mal. Ouais, pas mal. Alors, le titre de film, c'est Enola Holmes. Un film sur la sœur de Sherlock et de Mycroft Holmes. On part sur un bon film. Hein. Enola Holmes vit seule avec sa mère, jouée par Helena Bonham Carter. Elle lui apprend à se battre, à réfléchir, à résoudre des énigmes. La mère d'Enola disparaît du jour au lendemain. Et cette dernière va partir donc à sa recherche en utilisant toutes les clés que sa mère lui a données. Elle va découvrir un tas de choses et que par exemple que sa mère est en contact avec un réseau de femmes qui se forment aux arts martiaux, ce qui est plutôt badass. À savoir d'ailleurs qu'on est en plein dans l'époque où les femmes demandent le droit de vote et le veulent vraiment. Enola devra d'ailleurs s'enfuir d'un pensionnat qui apprend aux jeunes filles à devenir des femmes, des vraies, en marchant droit et en souriant. Pardon, j'ai quelques relents. On apprend durant ce périple que la mère d'Enola fait partie d'une organisation féministe qu'on recherche et qui prévoit même d'attaquer le congrès tenu par des hommes. Il y a de la baston, des revendications. Jusque-là, tout va bien. Les explosions. Non, mais jusque-là, est-ce que ça a l'air pas mal ? Non, mais la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Tu nous le vends mieux que Netflix. Et moi, je trouve qu'en tout cas, ça c'est génial. C'est juste dommage que tout ça ne soit qu'au second, voire au 1492e rang dans l'histoire. Ah.
Parce que oui, dès les 5 premières minutes de son aventure, eh bien, Enola va tomber amoureuse d'un garçon et l'aider dans sa quête à lui. Et au final, attention spoiler, bouge tes oreilles si tu veux voir ce film. Eh bien, sa mère réapparaît comme une fleur en lui disant « Oh là là, c'est dangereux, je devais te protéger, disparaître, à plus !» Donc voilà, elle l'a pas du tout cherché sa mère, mais elle l'a quand même trouvé. Morale de l'histoire, tombe amoureuse et tout te sourit. Voilà, grosse déception. Je devais juste en parler parce que je comprends pas trop Netflix. Autant ils vont nous pondre des films queer et génialissimes, ultra égalitaires, autant parfois ils sont totalement à côté de la plaque. On a cité Enola Holmes, mais on aurait pu citer 365 jours qu'on a déjà évoqué, il me semble. Oui, après c'est fait pour forger la critique spectateur, c'est bien. Tu vois, c'est important. Un film qui est vraiment très dommage parce qu'il exploitait des choses juste en surface. Enfin voilà. Ensuite, je voulais parler, puisque je regarde plein de choses en ce moment, comme on a dit, il y a un couvre-feu, tout ça, donc on a le temps. Je voulais vous parler. Après, ça fait 2 jours. Hein. Ouais. J'ai l'impression que t'as pris un peu d'avance. Ah, mais on n'est pas en confinement depuis mars dernier. Te presse pas trop. Hein. Non, c'est vrai que la période, elle est propice à regarder des petits films légers et tout doux le soir. Faut se regarder sous le coude, là. On a changé d'heure ce week-end, il fait nuit archi tôt, j'ai l'impression que voilà, faut se mettre sous un plaid et allumer des bougies. Donc, Bon, en tout cas, moi je me suis mise aussi à regarder. Je suis une grande fan de manga en fait, et plus largement d'anime. Évidemment que j'ai vu les Miyazaki qui sont selon moi la référence dans le milieu. Mais là, je vais plutôt parler de shonen, qui veut littéralement dire histoire pour garçons. Et oui, déjà de base, le manga ou l'anime, c'est très sexiste. On a les shonen pour les garçons et les shoujo pour les filles. Le premier genre parlera d'aventure, de baston et d'évolution, et le deuxième parlera d'histoire d'amour. Ultra classe. Bref, j'ai jamais accroché au shoujo, perso, et aujourd'hui, depuis très longtemps, je regarde des shonen. Oui, tu sais, c'est les dessins animés japonais où les mecs passent 12 épisodes à battre un méchant et où toutes les meufs ont des jupes ras la fouf et des énormes boobs. Ah, mais oui, mais c'est la vraie vie. Je connais, oui. Et en ce moment, je me suis lancée dans cet animé qui s'appelle One Piece, une histoire de pirate sur environ une vingtaine de saisons avec à chaque fois une 60aine d'épisodes. Je te laisse calculer, ça fait beaucoup d'épisodes. Et je trouve que malgré les stéréotypes de base qu'on retrouve dans les animés, soit mini-jupe, gros boobs, gros obsédés de mecs qui cherchent à mater les filles sous les douches avec le nez qui coule plein de sang, les femmes dans One Piece sont très fortes et très directives. Ce sont les plus responsables et c'est souvent grâce à elles que les missions arrivent à bien. Bon, par contre, une fois encore, c'est les femmes qui sont la tête et les mecs qui sont les muscles. Voilà, et c'est bien dommage, mais bon. En tout cas, leurs histoires sont bien décrites, elles ne sont pas plus faibles que les hommes niveau passé et surtout devant les affrontements qui arrivent. Après, comme pour quasi tous les shonen, notre héros principal est un mec, son idole c'est un mec, les plus grands méchants sont des mecs, et on parle de roi des pirates et non de reine. Mais enfin bon, c'est ce que je regarde en ce moment. D'ailleurs, en parlant de roi et de reine, je vais vous parler de mon dernier programme que j'ai regardé le week-end dernier, qui s'appelle Le Monde Secret des Emojis. Oh la vache! Mais où est-ce que tu trouves ça? Sur une plateforme qui commence par Né et qui finit par Flix. On n'a pas le même algorithme, je crois. Un dessin animé à la con, où on est plongé donc dans l'univers d'un téléphone, dans une ville qui est en fait une appli qui s'appelle Textopolis. Et il y a l'emoji bof qui arrive pas à faire la tête bof, mais qui fait toutes les autres têtes d'emoji. Oui, je vous ai dit, je regarde du grand cinéma, il fait nuit, froid et c'est couvre-feu, donc laissez-moi remplacer mon cerveau par de la guimauve, ok? Autant vous dire d'ailleurs que mon amie, ma compagne, ne veut plus du tout que je choisisse les programmes TV du soir. Tu m'étonnes. T'as vraiment bousillé l'algorithme Netflix sur les recommandations. Hein. C'est clair. Donc revenons à ce monde secret des emojis. Comme Bof est vu comme une anomalie, il va sûrement se faire supprimer la face. Du coup, il fuit avec son pote Topla. Vous savez, c'est la petite main qui fait ouais Topla. Et voilà. Et il va rencontrer Rebelle, la célèbre casseuse de code, pour fuir dans le cloud. En fait, Rebelle, c'est une princesse qui a disparu et tout ça. Enfin voilà. Donc cette fameuse Rebelle, c'est en fait la princesse qui s'est enfuie il y a quelques années, une princesse qui ne veut pas être cette caricature prout-prout qu'on attend d'une princesse et qui veut avoir le choix. Sauf qu'elle a voulu se casser dans le cloud et elle a fait face au pare-feu, donc elle n'a pas réussi. Mais...
En tout cas, tout au long du film, elle va pas arrêter de détruire les stéréotypes en envoyant clairement bouler bof et top là, et ça c'est plutôt cool. Je tiens à préciser que le film est destiné aux enfants à partir de 8 ans, donc évidemment c'est pas ultra violent. On commence à avoir des éléments de réponse. Mais le message est plutôt pas mal, hein. C'est elle qui a le pouvoir, c'est elle dont on a besoin en tout cas pour pouvoir s'échapper de cette aventure. Sans rebelle, il y a clairement pas d'histoire, donc ça c'est super chouette. Après, je vous le dis clairement, et je pense que vous l'avez très bien deviné, c'est très nul, hein. C'est très très nul comme dessin animé. Mais pour revenir en fait à Rebelle, si on se focalise sur le message qu'elle veut donner aux jeunes filles, c'est qu'on peut clairement choisir sa voie. C'est pas parce qu'on nous a dit t'es une princesse qu'il faut être une princesse et donc avoir un comportement qu'on attend d'une princesse. Bon, oui, elle a une couronne sur la tête et quand elle chante, ça fait venir l'oiseau de Twitter. Mais je pense que ça veut aussi dire que oui, t'es une fille, t'as des nichons et aussi tes règles, mais si tu veux être autre chose que ce qu'on attend d'une fille, tu peux être autre chose que ce qu'on attend d'une fille. Et je trouve que c'est pas mal, même si dans la globalité, le dessin animé est vraiment très nul. C'est un petit message positif au milieu de tout ça. Donc voilà, un programme très riche et surtout très intellect, hein, je vous l'avais dit sur mon écran, par chez moi ces derniers temps. Comment t'as réussi à France-intériser Comment ça clair. s'appelle déjà le truc là? Le monde secret des émojis. Le monde secret des Voilà. émojis vu par France Inter. Si vous avez une nièce ou un neveu de 8 ans que vous n'aimez pas, voilà, mettez-le devant ce film et puis peut-être qu'il apprendra En quand même fait, faut que quelque je vous chose. avoue un truc, je crois, mais je suis pas sûre, mais je crois que j'avais été le voir au cinéma quand il était sorti. Voilà. C'est encore pire. Ça t'a pas et le pire, c'est que ça t'a même pas marqué. C'est clair. En tout cas, moi, ça reste à tout jamais gravé dans ma mémoire. Voilà. Ouais. L'algorithme Netflix est bousillé à cause de Tiffen, en Non, mais fait. faut qui savoir regarde que les normalement, pires bouses. c'est pareil. Ma compagne m'a dit, tu prends ton propre compte, tu fais ton page pour que tu regardes tes merdes, mais tu fais mets ça pas aussi. sur le compte général comprends. parce que sinon ça bousille tout. Mais Je fais ça aussi, j'ai créé un compte pour enfants pour regarder des dessins animés sans bousiller mon algorithme à moi. Donc voilà, en fait, tu regardes des dessins animés nuls en cachette aussi. Mais je ne le dis pas à l'antenne. Et c'est là toute la différence. Et je ne fais pas une émission Le Masque et la Plume sur les emojis. Et ben merci beaucoup Tiffen. Je propose qu'on s'écoute une autre petite Allez, c'est parti. voilà, une petite pépite musicale pour se remettre de ça. Alors maintenant les filles, je voudrais vous faire écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle The Raincoats. Je connaissais très très mal en fait et j'ai redécouvert là pour l'émission. Donc en fait au milieu de la furie punk britannique de la fin des 70s, The Raincoats faisaient résonner leur voix discordante de femmes. Leur rock artisanal, original et audacieux inspira les plus grands. Cousines d'esprit des Slits, les Raincoats faisaient moins dans la provocation, moins dans la dissonance volontaire. Leur rock, loin des clichés de la guitare rugissante et du rythme galopant, était tout en syncope, en hésitation, en rythmique décalée. Bien plus inspiré par la pop abstraite de Robert Wyatt que la décharge sonique des Sex Pistols, elles exploraient en douceur d'autres chants et chants musicaux. Un univers sonore un peu faux, souvent imprévisible, délicat mais engagé, d'une prodigieuse fragilité assumée, qui lui donnait une intensité insoupçonnée. Leur troisième album, Moving, met en valeur leur amateurisme éclairé, atteignant une forme de maîtrise totalement singulière. Et je vous propose d'écouter le morceau qui s'appelle No One's Little Girl de The Raincoats. Shall be in your family tree. Even if you ask me to, I'm gonna turn you down. I won't mess you around.
C'était la chanson No One's Little Girl du groupe Raincoats, présentée par Marie. Vous êtes toujours sur le Chant des Sirènes, l'émission féminine et féministe de Westrack Radio, jusqu'à 21h. Ce soir, on vous parle de bouquins, de films qui nous ont plu, et puis vous donner un peu toutes les clés d'un couvre-feu réussi. Et on écoute tout de suite le conseil de Gabrielle. À l'heure où va bientôt sonner le couvre-feu, je te recommande, cher auditeur, de te couler justement auprès du tien, de feu, et de te plonger dans la très réconfortante lecture dont je vais te conter ce soir les qualités. Il s'agit de Peau d'homme, d'Hubert et Zanzime. Ce conte en forme de BD, qui se déroule fort à propos, vous le comprendrez plus tard, dans l'Italie renaissante, nous narre l'histoire de Bianca, une jeune fille qu'on apprête à marier, contre son gré à Giovanni. Ses amis ne comprennent d'ailleurs pas pourquoi la jeune femme est si fine bouche. Il est pourtant bel homme, ce Giovanni, il semble raffiné. Mais Bianca est une jeune femme moderne et veut accorder son cœur à ses affaires. Elle veut aimer son époux. Quel désespoir pour elle. C'est alors que sa marraine, quelques jours avant le mariage redouté, lui dévoile un objet magique transmis dans la famille de Bianca de femme en femme. Une peau d'homme. Quand Bianca la revêt, elle devient Lorenzo. Le premier soir de la transformation, la jeune femme s'entête à poursuivre son promis, Giovanni, dans les ruelles de la ville. Dans une taverne sombre, elle découvre Giovanni sous un nouveau jour. Le bellâtre se comporte en goujat complet. Le jeu de l'homme qu'il joue n'est pas de son goût. Il fanfaronne, se vante des faveurs qu'il aurait déjà obtenues de sa fiancée. Bianca est dégoûtée. En revanche, sa curiosité est piquée. Avec sa peau d'homme, elle découvre les sensations, les libertés, le jeu des hommes dans la société. Elle renouvelle l'expérience au gré des nuits et découvre ce que son éducation de fille lui a interdit. C'est alors que Giovanni va lui révéler un visage plus complexe qu'il n'y paraît. Les contes ont ceci de particulier qu'ils sont une forme ouverte, en ce sens que leur structure se prête particulièrement aux réécritures les plus diverses. À ce titre, cette jolie BD semble tout avoir du conte traditionnel. Ses personnages, définis et colorés à gros traits, initient une histoire qui a le goût rassurant des archétypes. Une jeune fille de bonne famille, belle, blonde aux yeux bleus et à la peau d'une blancheur de feuille d'imprimante, un bellâtre italien à la fine moustache, une marraine prodigue qui évoque les bonnes fées des contes de Perrault. Bref, ces héros nous promettent une histoire rassurante qui fleure bon l'enfance. Et s'ils sont rassurants, c'est que les contes suivent un schéma narratif inaliénable. La situation stable qu'ils dépeignent est perturbée à l'occasion d'une transgression ou élément perturbateur. Par exemple, dans le conte de La Belle et la Bête, Belle doit se marier. Or, élément perturbateur, le père de Belle se perd dans la forêt et cueille une rose pour sa fille. La Bête lui demande de payer le crime de sa vie. C'est la transgression. Mais le conte réclame que la situation revienne toujours à la stabilité. En l'occurrence, pour reprendre cet exemple, Belle devient la monnaie d'échange du forfait de son père et se marie avec la Bête. La stabilité est retrouvée, la transgression est réparée, puisque la jeune fille est mariée. Le conte est, pour son héros ou son héroïne, un rite de passage. Et justement, en jouant subtilement des possibilités structurelles du conte, Peau d'homme réussit le tour de force de subvertir, tout en la suivant, cette forme contraignante du conte, en instaurant finalement un nouvel équilibre des forces. Sans rien dévoiler de la fin, disons simplement que le conte ne nous impose pas un retour à la normale. La transgression reste ouverte. De même, le conte Peau d'homme entretient avec son lecteur un dialogue implicite jouissif. Ainsi, son espace-temps reculé, une ville italienne anonyme sous la Renaissance, nous est malgré tout suffisamment familière pour que nous y reconnaissions les traces de notre époque, où les forces réactionnaires s'opposent toujours, malheureusement, avec vigueur et parfois de manière tragique, aux idées progressistes. Sous son apparente forme traditionnelle, Peau d'homme évoque en effet avec force les problèmes qui agitent notre société. À commencer par le fanatisme de tout poil qui s'évertue à faire porter sempiternellement sur les femmes le poids de l'incurie des hommes frustrés. À ce titre, le frère de l'héroïne, Angelo, dont le patronyme ironise sur la personnalité et les actions proprement démoniaques, incarne bel et bien les puissances néfastes que peuvent représenter les institutions morales et religieuses. Si ce personnage d'Angelo prend les traits d'un prédicateur catholique aussi obsédé par le péché humain et la sexualité qu'il est frustré, il pourrait tout aussi bien avoir aujourd'hui les traits d'un ministre de l'Éducation nationale revendiquant les tenues républicaines qu'un salafiste prêchant la nécessité du niqab. Face aux voix des fanatismes de tous bords, le conte fait état de la nécessité de la sororité.
Par exemple, à son amie Agostina qui se laisse séduire par les discours fielleux d'Angelo, Bianca rétorque. Mais bien sûr, se mêler des problèmes des autres est tellement plus passionnant que d'affronter les siens, n'est-ce pas ? Le conte aborde aussi l'efficacité de l'action collective et de la révolte pour faire front, pour faire advenir un monde plus égalitaire et libéré du poids des stéréotypes. Ainsi, Lorenzo devient le porte-parole de la liberté individuelle. « J'ai un corps et je n'en ai pas honte, dit-il. En soi, il n'est ni bon ni mauvais. Ce n'est pas lui le problème, c'est ton regard qui est sale. » Et par-delà le jeu avec les questions d'actualité, le conte nous parle plus profondément, à la manière de tous les contes, des désirs et des fantasmes humains. Au Moyen-Âge déjà, les contes dépeignaient bien souvent les questions de travestissement et interrogeaient la question du genre, en déplaçant dans l'espace libre de l'imaginaire ces questionnements, débarrassés de la question de la morale que leur imposerait le débat public. Le carnaval en est d'ailleurs l'expression folklorique la plus connue. Parce qu'il se saisit avec intelligence de cet outil ancien qu'est l'imaginaire, Podum joue avec nos représentations du genre masculin et féminin, nos perceptions corporelles respectives, et en souligne les différences et les proximités. Il suscite ainsi la délectation, car oui, quelle douceur au fond ce conte qui chante et peint d'amour, de corps qui s'aiment et se désirent. Et c'est cette adhésion jouissive, franche et massive qui me fait parler de ce conte aujourd'hui. La façon dont il s'est retrouvé dans mes mains en témoigne d'ailleurs. Merci à mon ancien étudiant Titouan, en stage alors à la Galerne, de me l'avoir conseillé pour l'offrir à mon amie Anastasia, qui l'a prêté à Émilie, une autre amoureuse des livres, qui me l'a prêté à son tour. Cette transmission montre que les contes ont gardé aujourd'hui toute leur force de séduction, d'autant lorsqu'ils se conjuguent avec les questions brûlantes du désir et du genre dans ces temps de froideur masquée et de distanciation. Enfin, j'ai appris en rédigeant cette chronique qu'Hubert, le scénariste de cette bande dessinée, s'est suicidé en mars 2020. Lire cet ouvrage plein de douceur et d'humanité me semble tout à coup un acte aussi mémoriel que militant. Podum est une œuvre donc d'Hubert au scénario et Zanzim au dessin et a été publiée en juillet 2020 chez Glénat. Merci et à bientôt. Merci Gabrielle. Merci Gabrielle. Voilà. Comme d'habitude, on ressort la tête de nos plaids à la fin de ta chronique, qui est toujours passionnante. Ouais, c'est le but de cette émission, tu l'as dit de toute façon, se préparer à ce couvre-feu en plaid et, voilà. Et en écoute et en lecture. Très mixte, on passe des emojis caca au texte magnifique de Gabrielle, comme d'habitude. Ah, parce que mon emoji caca était pas magnifique. C'était très très beau, c'était une autre poésie. Merci Gabrielle. Effectivement, cet ouvrage, moi je l'ai acheté, je l'ai lu et j'étais hyper surprise. Alors je ne mettrai pas des mots aussi justes que ceux de Gabrielle pour le coup, mais je suis tout d'accord avec ce qu'elle dit. Non, il est vraiment extra ce bouquin et j'étais très surprise et pour une fois j'étais vraiment transportée. J'ai un peu du mal généralement avec les BD, mais là j'étais assez transportée, du début jusqu'à la fin. Mais c'est vrai, ce qu'elle disait, c'est qu'à chaque fois qu'on se parle de livres ici ou de films, mais surtout de livres, on se les passe, ils circulent et il y a ce côté justement où on répand un peu la parole, mais en tout cas il y a ce côté un peu je trouve que se prêter des livres, c'est aussi en apprendre plus sur la personne qui nous le prête, sur c'est toujours aussi donc ce soir on vous prête un peu nos livres et nos DVD. Vous en apprendrez beaucoup plus sur nous. Je vous prête pas mon compte Netflix, visiblement personne n'en veut. Je pense que c'est un cadeau empoisonné. Et je vous propose qu'on s'écoute une petite pépite musicale, encore dénichée par Marie. Coucou, alors oui les filles, on continue dans les découvertes musicales et je vais vous parler d'une découverte que j'ai fait dans Trax, dans un documentaire qui s'appelle Les femmes dans l'industrie de la musique sur Arte bien sûr. Donc j'ai découvert Ibo, qui est née à Munich. Cette rappeuse est la petite fille de travailleurs immigrés turcs. Après des études d'architecture, elle s'installe à Vienne où elle s'adonne au rap depuis plus de 10 ans. Ibo a su s'imposer dans le milieu du hip-hop pourtant dominé par les hommes. Elle n'hésite pas à bousculer les tabous. Ses textes sont incisifs, raillant le machisme de ses confrères. Du rap allemand pur jus. Ses textes abordent les problèmes politiques de son époque d'un point de vue féministe. Et sa musique est un véritable tourbillon groovy, hédoniste, original, ouvert et courageux. Ibo est l'un des grands espoirs de la scène rap féminine allemande. On écoute Ghetto Rave de Ibo. Ghetto Rave. Ghetto Rave. Ghetto Rave. Das ist Ghetto Apples Tape. Das
habibi go go. Yalla baby go go, 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 yalla baby go go. Das ist E zu dem B-O-W. Gehör's nicht zu Klick, geh aus dem Weg. Hör's laut in der Karre, get a rave. Mit mehr Liebe als der ganze CSD. Glitzer überall, Glitzer an den Haaren. Kopfnicker für meine Art, neue Klicks im Areal. Typen verticken kann jeder, vertickbar gute Alben. Meine EP wie E.T., fremd und aus dem Aal. Kommst du Flex hoch wie Essen im Magerwahn. Feier mich selbst so jeden Tag, Mardi Gras. Kick den Shit dann so pro, geh saufen ab wie ein Yo-Yo. Bin Sahadid im Rap-Game, yalla Bibi go go. Yalla baby go go, 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 yalla go go. Ich wär gern smooth wie Gugusch. Wär wie Sezen Aksu, lyrische Maklu. Wär ein Player wie Ibo, Denker wie Hafiz, Sneaker der Ibrahim, Gala Mikro, wär ne Diva wie Moases. Gern auch viel cooler. Irgendwie ein bisschen wie Babasula. Von Dance im Straßen bis ans deutsche Ufer. Fassbinders, Kinder, Rio Reiser, Schulbank. West Coast, Gangstern, hab mein Game von Tupac bringt alle zum Tanzen, nenn mich Ebo, Darbuka. Yalla Habibi go go, Chaka Kau, ihr Loser. Und wenn ihr noch paar Fragen habt, get a rave, google mal. Yalla baby go go, 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 yalla baby go go. Get a rave. Get a rave. Das ist Ghetto, Ebos Tape. Get a rave. C'était Get a Rave de Ibo. Vous êtes toujours sur le Chant des Sirènes, l'émission féminine et féministe de Westrack Radio jusqu'à 21h. Ce soir, on parle des bouquins et des films qu'on vous conseille pour un automne de qualité. Et à mon tour, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu très récemment et que j'ai adoré. C'est un essai de Lorraine Bastide qui s'appelle très sobrement Présente, au pluriel. Alors vous connaissez peut-être Lorraine Bastide, ou en tout cas sa voix, puisqu'elle a créé et elle anime encore le podcast La Poudre chez Nouvelles Écoutes, dans lequel elle invite 2 fois par mois des écrivaines, des artistes, des chercheuses, des militantes, pour prendre le pouls des luttes féminines et féministes et antiracistes contemporaines. Dans la lignée de ce podcast, souvent hyper intimiste et passionnant, Lorraine Bastide a mené une série de conférences au Carreau du Temple à Paris. Et de ces conférences est né l'essai dont je vais vous parler, Présente. C'est un ouvrage qui fait un état des lieux précis des luttes féministes intersectionnelles d'aujourd'hui. C'est ultra documenté, ultra chiffré, mais surtout super bien écrit et super accessible. On a un peu l'impression que c'est une bonne copine qui nous ouvre enfin les yeux sur le monde qui nous entoure. Rien qu'avec des chiffres, des statistiques, des analyses de faits divers et des faits incontestables, elle nous ouvre les yeux sur la réalité de la ville, de l'espace urbain, sur la réalité des médias, sur la réalité de la politique, sur la réalité d'Internet, etc. Rien que dans l'intro, Lorraine Bastide vous réveille. Elle vous met la petite pichenette amicale avant la grande claque du bouquin. Voilà, je vais vous lire un petit extrait pour vous mettre en forme. Je cite « C'est désespérant. En 2018, l'année qui a suivi la vague MeToo, la part des femmes classées parmi les 1000 personnalités les plus médiatisées dans la presse française a baissé à 15,3%, contre 16,9% en 2017. Alors non seulement ça n'avance pas, mais ça recule. De là à en déduire qu'on veut bâillonner les femmes, il n'y a qu'un pas que je ne m'autoriserai pas à franchir parce qu'on se connaît encore pas très bien. Laissez-moi quelques pages pour me chauffer. Ce simple constat de la sous-représentation des femmes dans les médias mérite qu'on s'y penche longuement. 1000 raisons l'expliquent, 1000 réponses sont à apporter, et ça tombe bien, c'est l'objet de ce livre. Mais j'aimerais d'abord qu'on continue de s'interroger ensemble sur l'importance du fait de compter. Parce que compter, c'est identifier les représentations. Or, les représentations modèlent la société. Elles permettent ou empêchent de rêver. Combien de femmes en lice pour la Palme d'Or au Festival de Cannes ? 4.
en 2019 contre 21 réalisateurs. Combien de femmes récompensées du prix Nobel d'économie ? 2. Mais est-ce vraiment un chiffre ? Quel pourcentage de femmes parmi les présidentes d'université ? 17%. Et enfin, mon préféré, combien de rues portent des noms de femmes en France ? 4%. 4. Pas un village de France où l'on oublie de glorifier Gambetta, le maréchal Leclerc, Émile Zola, mais tant de femmes ayant marqué l'histoire de l'art, des sciences ou de la pensée, ignorées au profit d'obscurs sous-préfets du 19e siècle. Les femmes sont absentes des lieux qui incarnent le pouvoir, la parole, le savoir. Où sont-elles pendant tout ce temps ? Eh bien, dans l'espace familial, conjugal, privé, dans le lieu où, par un basculement de l'histoire, elles ont été confinées. Voilà, ça, c'est dans l'intro. Lorraine Bastide nous montre aussi que dans les médias traditionnels, ceux qui ne laissent pas la parole ou ceux qui laissent peu de visibilité aux femmes, eh ben ces dernières se sont donc appropriées les moyens d'expression alternatifs. Ceux où précisément on ne leur coupe pas la parole, on ne les invisibilise pas. Internet, les podcasts, les newsletters, Twitter, Instagram, Tumblr, etc. Internet est un espace public. Lorraine Bastide interroge par contre cet espace public. Ne serait-il pas un espace public au rabais ? Car malheureusement, qui dit Internet dit aussi cyberharcèlement. Et là aussi, c'est une problématique qui touche majoritairement les femmes, et plus particulièrement les femmes racisées, trans, lesbiennes, handicapées. Lorraine Bastide cite la créatrice de la plateforme en ligne Paytashnek, Anaïs Bourdet, qui parle de violences inouïes, organisées, ultra-violentes, qui poussent au final les femmes à se retirer de cet espace public et à se taire. Je vais vous lire encore un petit extrait, je l'adore ce livre. Elle dit « Bref, oui, Internet, c'est de la bombe. Mais c'est aussi un espace où les violences contre les femmes sont considérées comme allant de soi. Dans le cas de cyberharcèlement, ce qu'on va faire, c'est demander aux femmes de s'organiser pour se protéger. Ce que les réseaux sociaux, les discours officiels et notre entourage nous conseillent, fermer notre compte, ne pas regarder Internet, voire quitter le réseau social. Ce qu'on finit par faire, et c'est un triste constat, affirme Anaïs Bourdet. Le sondage d'Amnesty International corrobore ces faits. Plus des 3/4 des femmes ayant déclaré avoir subi des violences ou du harcèlement sur une plateforme de réseau social ont modifié leur façon d'utiliser ces plateformes. 1/3 d'entre elles a cessé de publier des contenus véhiculant leur opinion. Et une fois qu'on s'est bien énervé, en fait... C'est ce que j'allais dire, il est énervant ton livre. Il est très énervant. Et qu'on se dit, bon bah ok, super, maintenant on fait quoi ? Et bah évidemment, on nous parle de solutions. Parce qu'en fait, les solutions, elles sont là. Les expertes, les chercheuses, les militantes ont les chiffres et ont proposé les solutions politiques. Ce qui manque en fait, c'est la volonté de les appliquer, ces solutions. Une volonté qui va à l'encontre de la nomination de Gérald Darmanin, par exemple. Une volonté à l'encontre de la récompense de Polanski. Une volonté qui impose un quota de femmes obligatoire dans toutes les sphères. Une volonté de laisser les femmes s'exprimer quand on parle des femmes, une volonté de laisser les femmes voilées s'exprimer quand on parle du voile, de laisser les femmes trans s'exprimer quand on parle de transidentité, de laisser les femmes handicapées s'exprimer quand on parle d'handicap. Bref, ça tombe sous le sens, mais laissez-moi vous lire un dernier extrait vraiment pour vous convaincre de ça. Elle dit « Ce qu'il y a de plus révoltant dans ce débat sur le voile, entre guillemets, c'est qu'il a lieu sans les femmes musulmanes, dans les titres de presse où aucune d'elles ne tient jamais la plume, sur des plateaux télé où jamais on ne les invite à s'exprimer. Une enquête du service Check News du journal Libération a démontré que, entre le 11 et le 16 octobre 2019, 85 débats sur le port du voile ont été organisés sur les 4 principales chaînes d'infos françaises, mobilisant 286 intervenants. Aucune femme portant le voile n'a participé à ces débats. 0. Tout comme on a vu pendant les révoltes antiracistes de juin 2020 des plateaux entiers de personnes blanches disserter sur la réalité du racisme en France. Voilà. Je vous conseille donc grandement ce livre. Vous voulez nous achever là ce soir, c'est ça ? Voilà, je vous le conseille grandement et je suis persuadée que nous serons beaucoup plus nombreuses dans la révolution féministe une fois que vous l'aurez lu. Oui, bah après c'est sûr, on en est consciente de tout ça, mais c'est bien de réécrire. En fait, c'est ça que j'ai adoré. Moi, j'étais consciente d'à peu près tous les sujets, mais en fait, quand on met des chiffres dessus, qu'on vous dit, bah en fait, ça et voilà, regardez tel article, regardez tel extrait, et tu te dis, mais c'est pas possible. Mais surtout, ça te donne aussi des arguments quand tu vas discuter avec des personnes exactement. Qui sont un peu perplexes ou même qui sont pas toujours forcément très agressifs sur le sujet, mais au moins ça te donne des faits avérés et vérifiés, donc c'est pas mal. Et en fait, c'est hyper documenté, mais c'est hyper bien écrit, et t'as vraiment, elle te fait des blagues, elle te détend un peu, parce qu'effectivement, ton énervement monte assez vite, tu te dis, mais c'est pas possible.
Et voilà, et c'est vraiment comme si c'était ta bonne copine qui te parlait et qui te disait les mots qui t'apaisent un peu quand on a besoin. Donc je vous le conseille grandement, je l'ai adoré dans toutes vos librairies indépendantes. Bon, tu nous le prêteras aussi. Moi, j'avoue, j'avais un espèce de blocage avec Lorraine Bastide parce que j'étais vraiment pas fan de la poudre. Ouais. J'avais pas trop le côté un peu star, interview. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me gênait dans ces émissions. Je peux comprendre, effectivement. Et justement, elle a changé un petit peu là de je crois de qu'elle formule. s'est pris, je pense qu'elle a pris conscience aussi de pas mal de choses et voilà, elle continue d'évoluer. Et en fait, c'est ça qui est très agréable quand on lit, c'est qu'elle dit pas qu'elle connaît tout, elle fait pas semblant de tout connaître, elle est hyper honnête en fait. Elle dit bah voilà, moi j'ai pris conscience de ça hyper tardivement ou ça je savais pas et on me l'a appris. Et en fait, c'est hyper agréable des fois de se dire ah mais d'accord, parce que moi non plus en fait je savais pas, mais Bon, après, c'est gentil. elle maîtrise bien le sujet quand Oui, même. Hein. évidemment, C'est elle quelqu'un qui maîtrise l'a, bien, mais voilà, je vous le conseille Très bien. grandement en tout cas. Et bah, ça donne envie. Merci. Voilà, Hub. Tiffany qui acquiesce. Non mais j'acquiesce, je trouve ça très très intéressant. Peut-être me remettre au roman et quitter mes dessins animés. J'hésite. Emoji pouce en l'air. Et ben les sirènes, je vous propose qu'on se quitte prochainement sur un petit son de Marie, encore une petite pépite, et puis on se dit bah Dans 2 semaines. dans 2 semaines. Ouais, on a de quoi faire. On a plein de livres et plein de Je films. pense que à vous regarder. avez largement de quoi faire. Et puis je voudrais pas vous paniquer, mais dans 5 minutes, vous devez être rentré chez vous, parce qu'il sera 21h. Donc, dépêchez-vous, rentrez chez vous. Et si vous voulez retrouver d'autres recommandations, n'hésitez pas à réécouter nos anciennes émissions, parce Tout à qu'on le fait. dit jamais, mais en fait, on a des émissions. En fait, je on sais- est génial. Je sais pas, on doit être à 60 émissions, quelque chose comme ça peut-être. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a des petites recommandations de lecture et de films. Et, mais je crois même que c'est pas la première sur juste de la Oui. bibliographie Oui, aussi. on a déjà donc, fait, ouais. Oui. Ouais. Mais donc il doit y parce avoir que- plusieurs recommandations et peut-être juste aussi échanger sur waouh quelle évolution, peut-être qu'en fait en écoutant C'est vrai. on se rend compte que les lectures évoluent et que les points de vue aussi évoluent. Mais aujourd'hui, on trouve des livres, beaucoup plus de livres que quand on a commencé Oui. l'émission dessus. Hein. Mais On même trouve- on voit dans les librairies les rayons qui se créent, Ouais. donc t'es pas obligé d'aller chercher à l'autre bout du truc ou de commander. Non, ça a Bonjour, changé. vous avez cet auteur Pardon, qui Ça, connaît pas. Non, nous n'avons que les hommes blancs. Non, finissons sur une note positive, ça a changé, ça a évolué, ça continue d'évoluer. Il faut continuer à se documenter, à être au courant et à défendre les choses. Donc allez dans vos librairies Voilà. indépendantes, écoutez les chants des sirènes et passez un bon couvre-feu. Ce sera le mot de la fin, je crois. Ouais. À dans 2 semaines. Salut. Alors, pour conclure l'émission en musique, toujours, je vous propose un morceau de Hélène Alien, hein, qui est une DJ et productrice de techno et d'électro basée à Berlin, qui est une véritable légende. Hein. Hélène Alien a su s'imposer comme une figure emblématique de la techno allemande, fondatrice du label berlinois B-Pitch Control en 1999. Elle ne cesse de voyager dans les clubs et festivals du monde entier pour jouer sa musique et délivrer sa contagieuse énergie. Ouverte d'esprit, talentueuse et collectionneuse de vinyle depuis sa plus jeune adolescence, elle aime autant jouer que produire des albums. La preuve avec son 12e album, sorti au mois de juin, qui s'appelle Oraha, qui est expérimental, hypnotique et futuriste. On écoute le morceau extrait de cet album qui s'appelle Confusion d'Hélène Alien.